Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accueillir à Belfort pour ce CREF. Donc, je suis effectivement Mathieu Jabodon, je suis anesthésiste réanimateur et j'ai la chance d'accompagner Angelina Barrage, qui est infirmière en réanimation au CHU de Clermont-Ferrand. Le sujet, effectivement, c'est quelle place pour les halogénés en réanimation. Vaste sujet. Je vais commencer par vous montrer moi, mes liens d'intérêt ou conflits d'intérêt, comme on peut les nommer classiquement, puisque c'est une thématique pour laquelle j'ai énormément d'intérêt. J'ai des financements de recherche, notamment dans cette thématique, et des soutiens industriels également. Angelina n'a pas ces conflits d'intérêts-là, mais elle a elle est une des deux investigatrices infirmières, nous dans notre pôle, pour un PHRIP sur la contention en réanimation, l'étude Arborea, dont vous avez peut-être entendu parler, dont vous réentendrez parler, je l'espère, bientôt. Donc en introduction, quand on parle d'agents halogénés, alors dans certains pays, on me chambre un peu quand je parle d'agents halogénés, parce qu'on me dit que c'est ce qui constitue les circuits des réfrigérateurs. En anesthésie, pourtant, c'est le terme qu'on utilise depuis toujours, mais quand on parle de ces anesthésiques volatiles, de la famille des halogénés, et donc globalement des dérivés d'hydrocarbures qui ont été substitués à différents degrés par des atomes d'halogènes, que ce soit le chlore, le fluor, on parle à l'heure actuelle, ces halogénés modernes, essentiellement de l'isoflurane, du sévoflurane ou du desflurane. Ceux que j'ai barrés, ce sont ceux, comme la lotane, qui ont été abandonnés il y a maintenant fort longtemps pour des problèmes d'hépatotoxicité, eux-mêmes liés à des mécanismes immunoallergiques qu'on ne retrouve pas avec les autres halogénés tels l'isoflurane, le sévo ou le desflurane. La première particularité de ces agents anesthésiques, c'est leur demi-vie contextuelle extrêmement courte et surtout, comme vous le voyez, extrêmement constante, quelle que soit la durée d'administration continue de ces agents. Ça, c'est lié à une faible solubilité dans le sang et par contre, une solubilité importante au niveau de la graisse. Je vous ai mis quand même pour rappel en haut à droite les demi-vies contextuelles des principaux agents hypnotiques intraveineux. Et vous voyez qu'il n'y a aucune comparaison entre les différentes classes, puisque même pour le propofol, plus la durée d'administration continue va être longue, plus il vous faudra de temps pour éliminer complètement le produit, en tout cas pour réduire de moitié sa concentration plasmatique ici. Il faut bien comprendre que cette sédation dite inhalée, c'est également une sédation exhalée, en tout cas quasiment à 100%. Et l'absorption va se faire par la voie pulmonaire, mais son élimination aussi. Et les taux de métabolisme au niveau hépatique pour ces agents est extrêmement faible. Vous voyez, entre 2 et 5% pour le sévoflurane, et encore moins pour l'isoflurane ou le desflurane. Alors bien sûr, il y a une production de métabolites liés à ce métabolisme hépatique, essentiellement des ions fluorures, qui eux-mêmes sont des métabolites inactifs, mais ça on pourra en rediscuter si vous avez des questions. La principale conséquence de ces propriétés pharmacologiques, c'est vraiment un effet sur la sédation, en tout cas, extrêmement prédictible. Ça, c'était une étude du docteur Perbet, un collègue de Clermont-Ferrand, qui avait regardé à différents niveaux de fraction expirée, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un élément qu'on peut surveiller lorsqu'on utilise ces agents par voie inhalée, à ces différents niveaux de fraction expirée, qui est un bon reflet de la concentration cérébrale des produits. Vous voyez quelque chose d'assez clair en termes de relation avec des scores cliniques, ceux qu'on utilise tous au lit du patient, comme le score de RAS ici. Et vous voyez finalement aussi sur ces résultats, quelque chose qu'on avait bien sûr déjà expérimenté en pratique clinique, mais finalement un grand range dans le niveau de sédation que l'on peut viser avec cette sédation inhalée, d'une sédation légère, voire donc les recommandations chez les patients de réanimation en général. On peut facilement se retrouver entre -1 et +1 de RAS, mais on peut également viser des sédations plus profondes. Retenez par exemple ici, c'est l'exemple du sévoflurane, mais qu'une fraction expirée de sévoflurane à 0,6 correspond à peu près à 90% de patients avec un score de RAS de -3, un score qui est probablement à viser chez la plupart des patients chez qui on va viser une sédation profonde. Alors la traduction clinique de tout ça, bien sûr, pour les patients, c'est des délais de réveil extrêmement courts. Alors ça, en anesthésie, c'est quelque chose qui est extrêmement important, bien sûr, mais en réanimation aussi, de plus en plus, il n'y a pas d'accumulation, comme on l'a vu précédemment.
Et en fait, les délais de réveil après l'interruption de ces traitements, les délais d'extubation après l'interruption de ces traitements sont extrêmement courts, bien plus courts, bien sûr, que le midazolam, mais également plus courts que le propofol. C'est ce qu'on peut voir sur la droite de cette diapositive dans un essai randomisé contrôlé de l'équipe de Montpellier, du professeur Jabert. Et ces résultats, ils ont été largement confirmés lorsque des méta-analyses ont associé les résultats de différentes études cliniques. Et encore plus récemment, dans la plus grosse étude randomisée contrôlée multicentrique, allemande et slovène, pour l'isoflurane, lorsqu'il était comparé au propofol. Le vrai intérêt également de ces agents dits halogénés, c'est l'absence de toxicité rénale ou hépatique. Là, il y a de nombreuses publications qui confirment ces données-là, dont la dernière récente sur 350 patients, l'étude Isoconda. Et comme vous le voyez en haut à droite, malgré une accumulation d'ions fluorure dans le plasma des patients qui reçoivent cette sédation inhalée, aucune traduction en termes de modification de la créatinine sérique ou d'autres marqueurs de la fonction rénale. Alors bien sûr, quand on parle d'halogéné, et il faut d'ailleurs être inquiet d'une chose, c'est l'hyperthermie maligne, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Quelque chose qui est extrêmement rare, mais qu'il faut savoir reconnaître rapidement et pouvoir traiter rapidement par l'interruption, bien sûr, de cette sédation inhalée, le retrait des dispositifs qui étaient utilisés pour l'administrer et l'administration en urgence de l'antidote, le dantrolène. Alors ça, cette hyperthermie maligne, elle est vraie, le risque est vrai également avec d'autres produits qu'on utilise régulièrement en réanimation, par exemple la succinylcholine, mais c'est quelque chose qui est assez attaché en tout cas aux halogénés dans l'esprit des soignants, et tant mieux parce qu'il faut connaître encore une fois ce risque, un risque extrêmement rare, une mortalité propre très basse également, et qui survient principalement chez des sujets avec des prédispositions génétiques ou des maladies musculaires. Je vous mets quand même en rappel un exemple d'autres soucis qu'on peut avoir avec nos sédations intraveineuses en réanimation, le syndrome de perfusion au propofol, le PRIS, qui lui est beaucoup plus fréquent, est dose dépendant. On sait que dès qu'on va dépasser 4 mg kilo-heure pendant plus de 48 heures, ce risque il va augmenter chez nos patients. Et vous voyez que sa fréquence et sa mortalité propre sont aussi largement supérieures au risque d'hyperthermie maligne. Je ne vous parle pas bien sûr des risques des benzodiazépines qu'on va chercher maintenant à proscrire dans notre arsenal de sédation chez les patients de réanimation. Alors bien sûr, ces agents halogénés et leur utilisation en anesthésie au bloc opératoire, elle est décrite de longue date. Les halogénés, ici par exemple le sévoflurane en jaune, c'est l'agent le plus utilisé pour l'entretien de l'anesthésie générale au bloc opératoire, d'après en tout cas cette enquête britannique par exemple. Et ça fait à peu près un peu moins de 20 ans maintenant que des dispositifs existent pour pouvoir administrer cette sédation inhalée aux patients de réanimation. Et je vais laisser Angelina vous décrire justement ces systèmes qu'on peut utiliser en réanimation. Merci Mathieu. Donc du coup, effectivement, Mathieu a parlé de la sédation inhalée au bloc opératoire, qui ne se faisait pas en réanimation, tout simplement parce que les ventilateurs de réanimation n'étaient pas configurés pour pouvoir administrer ces agents. C'est chose faite maintenant depuis quelques années, donc à travers notamment ces deux dispositifs. Vous avez sur la gauche le système Sedaconda de chez Sedana Medical. C'est celui qu'on utilise, nous, à Clermont-Ferrand. Et à droite, vous avez le système Mirus de chez Carlyle. Ces deux systèmes, ils permettent et l'administration et le monitorage des gaz halogénés. Le Sedaconda va permettre l'administration de l'isoflurane et du sévoflurane. Le Mirus permet, lui, également l'administration du desflurane. Donc ces deux systèmes, ils nécessitent un vaporisateur, tout simplement parce que les gaz que vous allez utiliser à l'état, ils se présentent à l'état liquide à température ambiante. Donc du coup, c'est des gaz que vous allez administrer, pour l'exemple du Sedaconda, via un pouce-seringue électrique. Vous remplissez votre seringue, que vous installez sur un pouce-seringue classique de réanimation, comme vous ferez avec n'importe quelle sédation intraveineuse. Ensuite, ce gaz il va être vaporisé à travers le filtre pour être inhalé. Chez le Mirus, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit à travers un pouce-seringue, c'est un réservoir, en fait, une grosse cuve qui est intégrée au système de monitorage.
Donc ça vaporise, mais en même temps, comme c'est noté là, ce sont des filtres, ces systèmes. Donc des filtres qui ont les mêmes propriétés que les filtres HME que vous utilisez quotidiennement en réanimation, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir échangeur d'humidité et de chaleur, et également un pouvoir de filtration bactérienne et virale. À ce titre, vous ne rajoutez pas de filtre lorsque vous utilisez ces dispositifs, et vous n'utilisez pas également d'humidificateur actif type cocotte, exactement comme vous faites une utilisation classique de vos filtres. Donc ce qu'il faut prendre en compte quand on utilise un filtre, c'est bien sûr l'espace mort, ce qui peut être une contrainte, évidemment. Chez Sedana, l'avantage, c'est qu'il y a 2 modèles, donc l'Anaconda S pour l'ancien nom, qui permet un espace mort réduit de 50 millilitres. C'est contraignant, il faut le savoir, parce que pour le coup, ça imposera une ventilation avec un minimum de volume courant de 200 à 350 millilitres selon le modèle que vous allez utiliser. Donc je vous ai dit que ces 2 systèmes y permettaient et l'administration et le monitorage des gaz. Ces 2 systèmes différents, là encore, mais les 2 systèmes permettent de monitorer la fraction inspirée et la fraction expirée des gaz, ce qui peut être intéressant selon les objectifs que le médecin va vous donner. Les 2 systèmes permettent de monitorer le CO2. Mathieu a parlé d'hyperthermie maligne avant, et donc un des signes peut être une augmentation brutale du CO2, donc c'est intéressant qu'elle soit monitorée. On parle de monitorage, en revanche, il ne faut peut-être pas se limiter à surveiller une fraction expirée. Comme Mathieu l'a dit, ça va représenter la concentration cérébrale. En revanche, on parle quand même d'une sédation. Et il est bon peut-être de continuer dans vos habitudes de surveillance de sédation avec vos scores cliniques comme vous faites avec n'importe quel agent sédatif. On parle souvent de pollution quand on parle d'halogénés. Ce qui est intéressant avec ces 2 systèmes, c'est qu'environ 90% des gaz sont recyclés. Il y a un système de filtre à charbon. Par exemple, sur le Sedaconda, en fait, le gaz qui n'est pas complètement inhalé va être stocké dans le filtre par le système de filtre charbon et une partie va être réinjectée à la prochaine inhalation du patient. Donc c'est un gain de gaz et en plus on gagne en termes de pollution. Donc je vous ai dit 90% des gaz qui sont recyclés, il en reste donc 10%. Et ces 10%, pour les recapturer et minimiser la pollution de l'environnement, il faut s'astreindre de rajouter un système de recyclage de gaz qui sont différents selon les modèles et selon le fabricant. Nous, avec le système de Sedana, on a des filtres qui se branchent à la sortie du respirateur. Il y a 2 modèles qui existent, un petit modèle qui se change toutes les 24 heures ou un plus grand modèle qui se changera toutes les 10 seringues. C'est des systèmes qui s'adaptent à tous les ventilateurs de réanimation maintenant de manière assez standard et assez simplexe. Alors pour qui et pourquoi cette sédation? Donc Mathieu parlait tout à l'heure de l'isoflurane qui a reçu l'AMM suite à l'étude Sedaconda, donc qui comparait par rapport au propofol et en fait qui a retrouvé les mêmes propriétés en termes de respect des objectifs de sédation, avec en plus un gain de consommation d'opioïdes et finalement pas plus d'effets indésirables. C'était une enquête pour savoir effectivement si cette sédation était utilisée. Ça date de 2019 maintenant, mais c'était une enquête de pratique menée par l'équipe clermontoise, avec 50% de répondeurs sur plus de 300 réanimations interrogées. Et il leur sortait que finalement que 21% utilisaient quotidiennement la sédation inhalée, bien que 73% étaient au courant de ce dispositif. Et majoritairement, quand elle était utilisée, c'était avec le système de Sedaconda. Et il y a une majorité des équipes qui utilisaient cette sédation inhalée, qui s'en servaient sur des courtes durées. Quand on leur a demandé pourquoi ils ne l'utilisaient pas, bon, il y a peut-être des choses qui peuvent être concordantes et liées l'une à l'autre. Effectivement, si on n'a pas le dispositif, on ne peut peut-être pas avoir l'expérience ni des médecins ou des infirmières entraînés. Pardon. Ça c'est assez logique. En revanche, quand on voit sur la dernière ligne, les effets indésirables, finalement, ce n'est pas forcément le frein à l'utilisation de cette sédation inhalée. Et puis peut-être finalement que l'essayer, c'est l'adopter, parce qu'on se rend compte que 80% des utilisateurs sont très satisfaits, ou en tout cas satisfaits de cette sédation. Alors dans quel but elle a été utilisée, cette sédation inhalée? 75% quand même l'ont utilisée dans le cas d'une sédation intraveineuse défectueuse.
outre après les 75 autres pourcents sur l'AS, mais sur 65% sur le SDRA, parce que Mathieu parlait tout à l'heure des propriétés des halogénés. On sait qu'il y a une propriété bronchodilatatrice, donc celle-ci, elle était connue et utilisée spécifiquement dans ces cas-là. Mais effectivement, dans le problème d'une sédation intraveineuse qui est mal contrôlée, ça peut être un gros avantage. La sédation, on en parle quand même quotidiennement en réanimation, c'est un des enjeux majeurs chez nous. Vous connaissez tous ces fameux bundles, le A2F bundle. Et ce qui est assez intéressant avec cette sédation inhalée, c'est qu'elle permet quand même de valider à peu près tous ces critères. Mathieu en a parlé, on peut passer d'une sédation légère à une sédation profonde en fonction du type de pathologie, en fonction du type de malade. L'effet on-off de cette sédation inhalée permet ce que vous pouvez voir en petit b, les tests de réveil tous les jours, ce qui est recommandé. Donc tous les jours, essayer de réveiller le patient, tous les jours, essayer de faire respirer le patient. Le choix du sédatif, donc là on y est complètement. La prévention du délirium, il y a une étude qui est en cours en ce moment sur les halogénés et le délirium en réanimation. La mobilisation du patient, le rôle des familles, donc effectivement un patient plus réveillé, plus alerte, aura de meilleures chances et de moins de complications sur son séjour de réanimation. Et puis, Mathieu se permettait de rajouter le petit R suite à ce bundle, parce qu'effectivement, pourquoi pas adapter une respiration aux malades, parce qu'on parle de sédation, mais voilà, le problème de la ventilation, c'est qu'il faut un respirateur adapté, et non pas forcément qu'une sédation adaptée, ou en tout cas pas renforcer la sédation sur un malade qui aura du mal à être ventilé. Donc on parlait d'une sédation importante et de ce bundle qui est important. Et en fait, là, vous en avez la preuve, parce que plus on va respecter tous ces critères-là et plus on va s'astreindre, en tout cas, à essayer de respecter ces critères-là, plus le malade aura de fortes chances et moins de complications. Et en fait, on aura des résultats améliorés en termes de mortalité de nos patients. Je prends la suite pour cette dernière partie. Comme vient de le dire Angelina, la sédation, ce n'est pas une fin en soi, mais elle est parfois nécessaire chez nos patients. Et cette dernière partie, c'est plutôt sur des thématiques de recherche. Hein. Donc on n'est pas encore, bien sûr, dans forcément l'application clinique au quotidien. Mais les halogénés, à partir des résultats d'études précliniques, de certaines études cliniques, sont suspectés d'avoir un certain nombre d'effets potentiellement bénéfiques. Angelina a évoqué ceux sur la fonction cognitive. Il y a un certain nombre d'études, certes de faible effectif, qui ont montré moins de souvenirs désagréables du séjour en réanimation et moins d'hallucinations avec les halogénés par rapport au midazolam à l'époque. Et une étude en cours, effectivement, de nos collègues brestois sur l'isoflurane versus le propofol sur l'incidence du délirium. La cardioprotection, ça c'est quelque chose qui a été extrêmement étudié en anesthésie, avec un moindre risque d'infarctus du myocarde, une diminution de la troponine sanguine. En réanimation, on dispose d'assez peu de données, mais des données qui confirment là également, en tout cas, une absence d'élévation, ou plutôt une élévation moindre de la troponine lorsqu'on fait une sédation inhalée qu'une sédation intraveineuse. Et puis le dernier champ, c'est les atteintes pulmonaires. Les chiffres qu'on vous a montrés de l'enquête de 2019, ils ont largement explosé depuis la période Covid, notamment du fait des ruptures de stock qu'ont pu avoir certains services ou certains hôpitaux en produits sédatifs intraveineux. Et il y a tout un pan de littérature qui soutient, qui suggère en tout cas des effets bénéfiques au niveau pulmonaire de ces sédations halogénées. Quelques études cliniques qui sont plutôt rares, qui ont confirmé des données précliniques essentiellement en termes d'oxygénation, de diminution de l'œdème pulmonaire ou de diminution de l'inflammation, qu'elle soit au niveau alvéolaire ou au niveau plasmatique. Est-ce que ça se traduit par un bénéfice en termes de devenir des patients? C'est également ça à l'étude en ce moment. Les deux principales études, en tout cas à large effectif, actuellement en cours, vous les avez résumées ici. Une étude canadienne à gauche, essentiellement chez des patients avec le Covid-19, et une étude française qu'on a la chance de coordonner à Clermont-Ferrand, et pour laquelle on a la chance également de compter de nombreux participants, dont nos collègues de Dijon et de Belfort, que je remercie au passage. Cette étude César. L'étude César, donc c'est une étude française, comme je vous l'ai indiqué, qui inclut un total de 37 centres sur le territoire,
qui est financée par un PHRC national, une bourse de l'ESA, et également qui bénéficie du soutien de Sénat médical en termes de matériel, mais également en termes d'actions de formation des équipes médicales et paramédicales, ce qui est un enjeu crucial dans ce type d'études. Cette étude, pour la résumer simplement, elle vise à inclure des patients avec un SDRA, avec, ça a été évoqué tout à l'heure, une sélection des patients les plus sévères, ceux qui ont un rapport PaO2 et FiO2 inférieur à 150 mm de mercure sous une PEP d'au moins 8 cm d'eau. Et elle vise à comparer une sédation inhalée par sévoflurane administrée au travers du dispositif Sedaconda ACD-S, qui est le nouveau nom de l'Anaconda S, comparer donc cette sédation inhalée au sévoflurane à la pratique de soins courants qui a été retenue, en tout cas dans le cadre de cette étude, le propofol par voie intraveineuse. Le critère de jugement principal de l'étude, c'est le nombre de jours vivants sans ventilation mécanique invasive à J28. Et puis il y a bien sûr de nombreux critères secondaires, dont un suivi à long terme, à 3 mois et à 1 an, des patients survivants. La stratégie dans l'étude, elle est celle d'une sédation profonde à la phase initiale, associé à une curarisation continue, un point qui est extrêmement discutable, bien sûr, on pourra échanger à ce propos, mais l'idée est de s'adapter à l'amélioration du patient, en tout cas dès que son rapport PaO2 et FiO2 s'améliore, pour aller le plus vite possible vers un allègement, voire une interruption de la sédation inhalée, puis un sevrage du respirateur dès que l'état le permet. Juste un petit point quand même pour vous dire où en est cette étude, ou plutôt où elle en était la semaine dernière, puisqu'on était, comme vous le voyez, à 480 patients. Bien sûr, la pandémie Covid a largement fait accélérer les inclusions. Et encore une fois, je remercie les centres qui participent et nos collègues, notamment dans la région ici de Dijon et de Belfort. On manque de données, clairement, sur l'efficacité en termes d'atteinte pulmonaire et l'amélioration du devenir de ces patients en SDRA. Pourtant, cette recommandation d'experts, qui n'est pas une recommandation formalisée, qui a été publiée sous la direction de Gérald Schank de Montpellier et de J.P. Kress de Chicago, publiée en fin d'année 2020 dans Intensive Care Medicine, évoque le fait qu'on puisse considérer la sédation inhalée par isoflurane ou sévoflurane, quelle que soit la sédation visée, le niveau de sédation visé, d'une sédation légère jusqu'à une sédation profonde, comme on l'évoquait tout à l'heure. En conclusion, la sédation inhalée, c'est possiblement une alternative à la sédation intraveineuse. Ça peut même complètement la remplacer si vous avez suivi les différents avantages que peut avoir ce type d'agent sédatif. Bien sûr, ce n'est pas une fin en soi, on l'a dit et on le répète, c'est seulement quand la sédation est nécessaire. Il vaut mieux adapter un respirateur au patient que l'inverse. L'avantage, c'est bien sûr une compatibilité de cette stratégie de sédation avec les mesures du bundle ABCDEF, liées principalement à des propriétés pharmacologiques assez idéales, en tout cas c'est mon avis, avec des délais d'action extrêmement courts et des délais d'élimination également extrêmement courts, et une absence d'accumulation, une absence de toxicité rénale ou hépatique. Il y a un certain nombre de données qui suggèrent également que ça pourrait être une solution économique. Là, il y a encore des travaux à réaliser pour, bien sûr, le confirmer à grande échelle, mais il y a des recommandations, notamment de l'organisation NICE en Grande-Bretagne, qui suggèrent largement que l'utilisation de l'isoflurane avec le système Sedaconda ACD est économique par rapport aux autres stratégies de sédation. Est-ce qu'il y a des propriétés protectrices d'organes? Ça reste un point d'interrogation, et ça, c'est les études en cours et les futures études qui le diront. Bien sûr, si on veut implémenter cette stratégie de sédation inhalée dans notre service, il n'est pas nécessaire d'être anesthésiste. Je le dis volontiers, étant moi-même anesthésiste. D'abord parce qu'on n'est pas plus intelligent que les autres. Deuxièmement parce que c'est quand même pas très sorcier. Et troisièmement parce que beaucoup de réanimations qui ne comportent pas de personnel anesthésiste y arrivent extrêmement bien. Et par exemple, le service de MIR de Brest, c'est probablement le centre en France le plus expérimenté. Et ça se passe super bien. Par contre, bien sûr, il faut une formation spécifique, connaître les agents, puisque quand on va les arrêter, le réveil va être relativement rapide.
connaître les systèmes, les dispositifs. Angelina a insisté aussi sur la partie de recyclage des agents expirés, bien sûr, pour éviter l'exposition des personnels, mais aussi de l'environnement à ces agents volatiles. Et puis, je vous ai mis par exemple ici deux plateforme en ligne, celle de Sedana Médical, qui est extrêmement bien faite, qui s'adresse aussi bien aux médecins qu'aux paramédicaux. Et puis nous, par exemple, ce qu'on avait proposé dans le cadre de l'étude qu'on a lancée, cette étude César, afin que les centres aient tous la même base, en tout cas, et la même expérience de cette sédation. Je vous remercie, on vous remercie de votre attention et on espère qu'il y aura des questions et des échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, ça donne envie, vu les avantages mentionnés, d'utiliser très largement le sévoflurane. Nous, on avait fait le choix initialement de le positionner surtout sur les malades bronchospastiques, vu les caractéristiques du produit. Mais finalement, pourquoi pas aller au-delà et élargir, comme c'était mentionné en conclusion, et remplacer les agents intraveineux. Chez vous, comment ça se passe de ce côté-là? Sur nos indications, vous voulez dire? Oui. Comme tout le monde, je pense qu'on a commencé effectivement chez les patients spastiques sévères, l'asthme aigu grave notamment, et d'ailleurs à l'époque d'abord en transférant des machines d'anesthésie en réanimation, avec des résultats effectivement assez spectaculaires. Les autres entrées dans la sédation inhalée, ça a été aussi chez des patients avec une épilepsie réfractaire ou des patients très difficiles à sédater par voie intraveineuse, des patients toxicomanes par exemple, etc., où on a une efficacité vraiment très bonne. Nous, en fait, on a commencé à l'utiliser comme ça. On a petit à petit étendu nos indications, mais aussi parce qu'on a lancé à ce moment-là, et notamment le docteur Perbé, que j'ai cité tout à l'heure, qui a un certain nombre d'études dans nos services. Actuellement, pour vous dire complètement la vérité, on inclut essentiellement dans cette étude César les patients. Et puis, chez tous les autres, on va aussi surtout essayer d'éviter la sédation, ou en tout cas d'éviter qu'elle se prolonge trop. Mais là encore, ces agents, ils sont à ce moment-là assez idéaux, parce qu'on n'aura pas cette élimination, une élimination rapide. On avait quand même beaucoup de difficultés avec l'eau de autant au bloc, on va dire le bloc qui ferme à 16-17 heures, on est tranquille, autant 24 heures de réanimation avec l'Anaconda, à 22 heures, 23 heures, il fait pas très bon dans la chambre, ça sent pas bon, et autres. Et donc on expose le personnel. Alors juste pour rassurer un petit peu tout le monde, enfin vous savez mieux que moi, les études sur la grossesse, enfin les problèmes d'allogénie étaient décrits surtout avec l'allotane, beaucoup moins et quasiment plus du tout depuis qu'on a ces nouveaux dérivés, ce qui est bien pour le bloc opératoire bien sûr, et pour les collègues IADE. Donc j'aimerais savoir si avec ce dispositif, les soignants, vous avez la même expérience ou ça passe mieux, je veux dire l'injection se passe mieux, le nettoyage du filtre est plus à charbon, le changement et autres est plus adapté ou... Le temps que Mathieu cherche les données, justement. Alors, pour le coup, pour le manipuler, parce que c'est nous, paramédicaux, qui le manipulons, ça sent effectivement au moment où on va préparer la seringue. Mais après, non. Franchement, ça n'a rien à voir, je pense, peut-être avec ce que c'était avant. Mais honnêtement, ça se passe quand même plutôt bien. Le système de filtre est efficace. Je n'ai pas précisé tout à l'heure les modalités, mais le filtre de Sedana se change toutes les 24 heures. Normalement, c'est ce qui est recommandé. Le filtre à charbon, comme je vous l'ai dit, c'est soit par 24 heures, soit toutes les 10 seringues. Les seringues, on peut les préparer à l'avance. Donc, à la rigueur, si on le fait en une fois, on peut se préparer plusieurs seringues ou ce qu'il faut pour les 24 heures. Ce qui fait qu'après, globalement, il y a quand même pas très peu d'exposition. Et Mathieu avait des données, je pense, sur la grossesse ou sur la... Oui, c'est juste pour compléter, effectivement, pour aussi rassurer. Alors, je ne sais pas si ça vous rassurera, moi j'ai respiré du Sévo pendant tout mon internat, mais ça, je ne suis peut-être pas si normal que ça. Mais il y a eu quand même un certain nombre d'études qui ont essayé de mesurer les niveaux des halogénés dans les pièces. Et celle-ci, notamment, est assez intéressante. Alors, c'est de l'isoflurane en haut. Et ce qui est intéressant, alors c'est
pas ici, je suis désolé, mais ils sont aussi amusés, entre guillemets, à mesurer ces niveaux sans le système de recyclage. Également, lorsque les infirmières, par exemple, aspirent les patients, que ce soit avec un système de rotule ou au contraire en déconnectant complètement la sonde, bon, ce qu'on n'est plus censé faire, bien sûr. Mais c'est vrai que même dans ces cas-là, les niveaux d'exposition, ils vont être généralement de 0,1, 0,2 particules par million, vraiment au maximum, largement inférieur bien sûr au seuil officiel qui peuvent varier eux, en fonction des pays. Et un petit mot quand même pour la grossesse. Alors bien sûr, la grossesse est une contre-indication classique des halogénés. Quand vous relisez le détail de la RCP, des recommandations pour le CEVO ou l'ISO, vous voyez aussi écrit en petit que finalement le médecin anesthésiste peut également décider de juger de la balance bénéfice-risque et de délivrer finalement pour une anesthésie, généralement au bloc, des halogénés. Ce qui se fait en pratique sans souci. Et juste pour illustrer, vous avez à gauche par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, les niveaux qui peuvent monter effectivement lorsqu'on n'utilise pas de recyclage et lors de manœuvres les plus à risque, quand on aspire un patient en déconnectant tout le système et qui tousse, et bien forcément on va avoir plus de niveaux. Je vous ai mis quand même à titre indicatif à droite les niveaux en particules par million qui ont été retrouvés chez l'animal, c'était des études chez le rat essentiellement, qui étaient, eux, associés à des risques de complications maternelles ou surtout fétales, de tératogénicité. Et vous voyez qu'on a des facteurs 1000 quand même entre les deux, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas prendre de précautions. Le principe de précaution doit toujours s'appliquer, mais ce qui fait quand même relativiser le niveau de risque, et notamment pour les personnels soignants qui peuvent être exposés. Simplement, quand vous sentez effectivement l'agent dans la pièce, c'est l'avantage aussi, c'est qu'on le reconnaît en général, c'est forcément qu'il y a un problème quelque part, une déconnexion. On a oublié de mettre peut-être la ligne de sortie de l'analyseur de gaz vers le système de recyclage, ça nous est arrivé 1000 fois, ou parce que effectivement le filtre aussi, le dispositif lui-même peut être saturé parce qu'on a des consommations peut-être plus élevées chez ce patient-là que chez un autre. Il va vraiment falloir les remplacer, ces dispositifs, au moins comme les recommandent leurs fabricants, et parfois un peu plus régulièrement si vraiment on a une consommation très accrue chez un patient donné. Je peux confirmer que quand ça fonctionne et que le dispositif est en place et fonctionnel, on ne sent rien. D'autant plus qu'on l'a utilisé chez des patients en Covid, donc vraiment chambre fermée. Et non, c'est efficace. Oui. Oui. Tu veux... Non, c'est que je voulais juste répéter, parce que je crois que quelqu'un... Donc vous êtes sensible aux halogénés. Donc chez vous, on sait qu'on utilisera moins de produits, c'est économique. Par contre, et la question des transferts, des transferts au scanner, des scanners au bloc opératoire, etc. Alors, c'est assez intéressant. Nous, on se simplifie la vie, effectivement, en faisant un switch, un relais, faire une utilisation intraveineuse, le temps des transferts. On pourrait imaginer, et un certain nombre de collègues, notamment en Allemagne, le font assez volontiers, en fait, utiliser des respirateurs de transfert sans le système de recyclage qui est branché sur la branche expiratoire, le temps de ce transfert, en se disant que la durée, etc., va limiter. Donc s'il y a beaucoup de personnes comme vous dans le couloir, par contre, c'est vrai que ça va faire des dégâts. Mais la précaution, on va dire, le bon sens, fait probablement ne prendre aucun risque et relayer. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Oui. Après, c'est vrai que c'est le praticien qui décidera de la manière. Nous, pour le transport, en général, on passe volontiers à de l'IV. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, donc on va devoir arrêter les échanges. Encore merci. Juste une seconde, vraiment. Angelina. Là. Juste question pratico-pratique. Pour mettre les aérosols, vous placez où? Alors, les aérosols, c'est faisable, mais honnêtement, c'est assez compliqué. Évidemment, parce que quand on va utiliser un aérosol classiquement sur un circuit avec un filtre, on va enlever le filtre. Là, on ne peut pas parce que c'est couplé. Donc, en gros, le filtre est relié au dispositif d'administration, donc on ne peut pas s'en passer. Donc, il y a la possibilité de le mettre en amont. Le problème, c'est que ça peut créer énormément de condensation, donc c'est assez complexe. Ça peut fonctionner avec l'aérogène particulièrement, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas spécialement. Et il y a un risque de sous-dosage aussi en médicaments si on utilise les aérosols. Et alors, tant qu'on y est, le NO, c'est pareil, c'est pas recommandé de cumuler les deux par les fabricants. Pour compléter, pour le NO, on peut le faire effectivement. Ce qu'il faut se méfier, c'est que si on le met
En amont, côté respirateur, par rapport au dispositif, il y a une partie de ce NO qui va être captée, donc il va falloir probablement monter les doses. Pour les aérosols, un des aspects vraiment pratiques, justement, c'est de devoir parfois, en fonction de la fréquence des aérosols, changer le dispositif un peu plus tôt que ce que vous aviez prévu. Et puis après, la délivrance des médicaments au niveau pulmonaire, et notamment aux voies aériennes distales, pour ce qui peut être des antibiotiques, ça impose d'autres réglages, etc. Et probablement un monitoring aussi, effectivement, des doses finalement délivrées aux patients, quoi. De quoi? Le dispositif? Non, c'est ce que Mathieu disait juste avant. Nous, on fait le choix de passer une sédation IV. Donc on arrête l'administration des gaz le temps d'y aller. Ce qui fait qu'on peut laisser le dispositif, en tout cas le filtre, le récupérateur de charbon en chambre. Et le dispositif lui-même, nous en l'occurrence le SEDA qu'on a cédé, vous pourriez potentiellement le laisser en réalité, parce qu'encore une fois c'est un filtre HME antimicrobien. Souvent nous on le laisse sur le circuit qui reste avec le respirateur, et puis simplement on a branché un filtre HME standard sur notre respirateur de transfert, quoi. Encore merci. Merci à vous. Merci.